Donc bonsoir, c'est Jean-Pierre Martinez, du site espritdelanature.fr ou jeuxbiologie.me. Ça c'est pour ceux qui connaissent bien toutes les vidéos et qui se rendent compte que c'est tout le temps comme ça. Donc ce soir, pour la vidéo un peu pixelisée, ce soir le thème, ça fait un petit moment voilà, qu'il y a des trucs qui repassent là-dessus, sur les esprits de la nature. Ah, ça alors, c'est un thème pas courant pour moi. L'idée est de refaire un petit peu justement le point sur comment ça avance, quels sont les messages qu'ils peuvent avoir à faire passer en ce moment, est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas, de voir aussi vos questionnements, parce que voilà, c'est comme je le précisais tout à l'heure, c'est pas une soirée préparée. Je vais répondre aux questions, je ferai un petit peu de blabla, donc je vais commencer tranquillement par répondre aux questions qui m'ont été posées sur le forum, puisque un certain nombre de gens ont pris le temps de poser leurs questions, de les écrire, donc voilà, c'est un petit retour. Donc je vais reciter les questions. Que penses-tu qu'il y a des esprits de la nature sur d'autres planètes, semblables à ceux de la Terre? Ou sont-ils tous différents et qu'ils communiquent avec ceux de la Terre? Ou sont-ils tous très différents et qu'ils communiquent avec ceux de la Terre? Alors, j'ai eu l'occasion de croiser des esprits de la nature non terrestres, c'est-à-dire qui avaient la même logique et la même fonction qu'un esprit de la nature, gérer les phénomènes naturels, mais qui effectivement étaient d'origine non terrestre. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Alors vous allez me dire, je ne suis pas finalement d'une nature extrêmement curieuse. Donc apparemment, est-ce qu'ils étaient là? On va faire simple. Hein. Oui, il semblerait qu'il puisse y avoir des échanges entre planètes. Parce qu'apparemment, pour un certain nombre, la notion de distance, voire de temps, n'existe quasiment pas. Donc apparemment, il y a de l'échange d'informations qui peut aller au-delà de la planète. Très différent. Oui, ils peuvent avoir une forme énergétique différente, mais c'est pas fondamentalement, on peut rester sur des vibrations similaires. L'énergie du vivant, même si elle peut être... alors on parle de vivant, là on est de toute façon sur un niveau énergétique. À ce niveau-là, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence. On est plutôt dans quelque chose qui effectivement va être commun. La différence peut se faire a priori, effectivement, sur quelle base va se développer le vivant organique dans notre niveau vibratoire. Où nous on est effectivement sur quelque chose très axé carbone, apparemment il peut y avoir des choses très différentes ailleurs. Alors, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a à faire ici et maintenant. Parce que sinon on rentre dans la logique de ok, je vais aller voir ce qu'il y a à l'autre bout de l'univers, ok, c'est intéressant, intellectuellement parlant c'est intéressant. Dans la pratique, à part le fait qu'effectivement j'ai eu à un moment donné relation lors d'un stage d'esprit de la nature, je dis tiens, non terrestre, oui, parce que comme il est non terrestre, il a une forme énergétique particulière, et ça répondait esprit de la nature, bon, ben oui, ça existe. Voilà, donc ça c'est une petite réponse là-dessus. Que penses-tu sur la théorie de la Terre creuse? Crois-tu qu'il y a un soleil à l'intérieur et un monde semblable à celui de la surface? Alors, 1, moi je ne crois pas. 2, j'ai gentiment posé aussi la question à un certain nombre d'énergies, dont des esprits de la nature, qui vivent sous terre. Je me dis, ça c'est... Pour moi la réponse que j'ai eue, c'est une création de votre mental. Le côté, vous allez percer un trou et vous allez rentrer dans une terre à l'intérieur avec un soleil et autres, a priori c'est une création du mental. Alors j'ai pas dit qu'il y avait rien qui vivait en terre. Ça, c'est autre chose. Mais pas sur notre niveau vibratoire. Oui, mais il y en a qui ont vu que... Alors, on va revoir aussi un petit détail. On peut effectivement voir des choses. On peut entendre des choses, on peut sentir des choses. On peut aussi sentir olfactivement parlant, sentir par le ressenti, par le clair ressenti. C'est une chose. Ça ne veut pas forcément dire que cela est dans notre niveau vibratoire. Si vous êtes sur un lieu très énergétique, vous pouvez effectivement dire « mais là, il y a comme une porte, et une porte qui emmène sur un monde du dessous. » Oui, ça ne veut pas dire que vous allez passer dedans avec votre petit corps et avec vos petits bras musclés.
Moi, c'est la réponse qui m'a été faite. Peut-être parce que je ne suis pas au niveau suffisant pour accepter le fait qu'il y a une terre creuse et qu'on peut y rentrer par le pôle Nord. Je reste ouvert. Il y en a beaucoup qui en parlent. Parfois, il y en a beaucoup qui en parlent, voire même qui posent des choses de manière quasi absolue. Bah ok, un petit peu de concret, quoi. Parce que les photos délirantes, ok, c'est une chose. Mais moi, si je rentre dans une logique où on me dit, là, il y a vraiment ça, et ben je m'arrange pour y aller. Voilà. Donc il y a des personnes qui m'avaient demandé d'aller en Amérique du Sud pour faire un travail là-dessus. Donc je leur ai fait part avant de moi ce que j'en pensais, mais que j'étais ouvert, et qu'on pouvait... Peut-être que je me trompe, et qu'au contraire, je suis tout à fait prêt à dire, je me branche sur ce que eux ont trouvé, puis on va chercher plus loin. On va dire que mon premier niveau leur a pas plu. Bon, voilà. Je suis pas là pour dire oui ou non. À partir du moment où je peux me brancher sur une réalité, pour le moment, on va dire, au niveau des esprits de la nature et d'un certain nombre d'énergies, la réponse qui m'était faite, c'est non, ça n'existe pas sur votre niveau vibratoire. Petit 2, par rapport aux expériences que les gens ont vécues, pour le moment, je ne suis jamais tombé sur quelqu'un qui m'a dit « bah moi je suis rentré ». Alors la terre creuse, si, moi je connais, en spéléo, oui, on a bien une terre qui est creuse, mais enfin on va rentrer, quand vous aurez fait 200 mètres de trou, alors bon, après il y a des mines, il y a différentes choses, on peut dire on va un peu plus profond, mais ça s'appelle pas la terre creuse. Et les fractales, alors, faut être plus précis, je n'ai pas compris le sens de la question. Oui, il y a des fractales, mais... Et alors que penses-tu donc un monde semblable à quel moment les esprits de la nature quittent-ils une planète qui meurt? Ça ne veut pas dire qu'ils vont la quitter. Et qui meurt. C'est quoi une planète qui meurt? Parce que pour nous sommes sur... Est-ce que pour vous, on est sur une planète qui meurt? Pour moi, cette planète, elle n'est pas morte. Peut-être qu'elle va devenir inhabitable pour l'humain, ça c'est autre chose. Mais... pour moi, effectivement, cette planète, elle est loin d'être morte. Et que même si on la stérilise à grands coups de nucléaire, bon, bah voilà, c'est tout, on la stérilisera à grands coups de nucléaire. On va la stériliser pour l'humain, pour beaucoup de formes de vie. Mais voilà, ne pas oublier la plus grande pollution qui, à une période, a fait disparaître plus de 90% des espèces animales. Ça a été un polluant massif qui est rentré dans l'atmosphère, qui s'appelait l'oxygène. Et ouais, ça peut sembler surprenant, mais c'est assez intéressant. C'est juste de regarder, ça c'est quelque chose d'archéologique. Alors, le niveau vibratoire peut changer par moment pour accéder à certaines informations. Oui, on peut changer nous de niveau vibratoire parce qu'on est sur un lieu et qu'effectivement on se retrouve avec des claires perceptions sans s'en rendre compte et que parfois ce qui se passe c'est que les gens font une confusion. D'un coup ils voient quelque chose, ils vont voir une soucoupe volante qui rentre dans la montagne. Donc il y a bien les petits hommes verts qui vont venir leur serrer la pince. Non, parce que la soucoupe volante, entre guillemets, ou même sans guillemets, et bien tout simplement elle est sur un autre niveau vibratoire. Et eux, comme ils ont changé, mais qui ne sont pas habitués effectivement à travailler avec leur perception, ils font une confusion de perception. Faut faire attention, hein, on peut finir rapidement en hôpital psychiatrique comme ça. Ça arrive. D'ailleurs, pour un certain nombre de personnes qui sont en hôpital psychiatrique, c'est que justement, ils ont tendance à ne plus faire de distinction entre les différents niveaux. Et ça, à un moment donné, ça devient très compliqué, pour pas dire ingérable. Bah oui, ça veut dire qu'ils ne sont plus normaux, ils ne sont plus dans la norme. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils voient est forcément faux, ça veut juste dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus vivre dans cette société. Donc je vais essayer de finir de répondre aux questions. La classification des esprits de la nature est en train de devenir obsolète, due à leur évolution. Il en reste encore un certain nombre, je suis d'accord que la classification est en train de devenir obsolète. Je vais finir en fait les questions qui étaient posées, je reviendrai là-dessus. T'hésites pas à me la reposer tout à l'heure. Crois-tu qu'il y a en nous-mêmes un passage qui nous permettrait de communiquer avec les esprits de la nature? Et quelle forme peut prendre cette coopération? Alors, pour être clair, bien sûr qu'il y a non seulement il y a un passage, mais on peut assez facilement communiquer avec les esprits de la nature. À partir du moment où on s'ouvre, et qu'effectivement, on a juste envie de rentrer dans une logique vraiment de collaboration. Ils ne demandent que ça, eux gèrent pour que, finalement, notre monde, parce que ils sont quelque part, pour moi, sur un même niveau migratoire que nous. C'est-à-dire que quand vous avez des lutins
ou des gnomes qui vont s'occuper des choses très liées à la terre, ou un côté faune qui va s'occuper aux arbres, on est complètement en interaction avec nous. Donc si vous demandez par exemple à un faune qui est l'esprit qui est lié aux arbres, c'est le dieu Pan, le déva des faunes, qui est en fait celui qui gère tous les faunes sur la planète, et bah, par exemple, vous lui demandez comment tailler votre arbre pour que ça se passe de la manière la plus harmonieuse possible. Là, on est dans du très concret, on n'est pas dans oui, je vais capter, savoir pour l'évolution dans les 300 ans à venir, est-ce que la planète va survivre? Non, on est dans du très concret. Vous discutez avec les fermentations de votre cuve à vin, le vin en fermentation, les fermentations, il y a des esprits qui sont liés là aussi, tout à fait, qui peuvent s'arrêter à certains moments, vous rentrez vraiment en dialogue avec, et comme par hasard, la fermentation qui s'est débloquée repart. Donc là, il y a vraiment, oui, on peut tout à fait rentrer en communication et coopérer. Est-ce que tu as déjà communiqué avec l'esprit de la nature, du soleil? Alors, je vais mettre les esprits de la nature liés au feu un petit peu de côté, même si par rapport au soleil, j'ai un petit lien un peu particulier, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est généralement des énergies extrêmement puissantes et qui peuvent être extrêmement dérangeantes pour l'humain, parce qu'elles sont dans une logique d'impeccabilité. Très souvent en stage, quand il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter, on ne voit quasiment pas d'énergie liée au feu. Et c'est souvent, parce qu'effectivement, elles peuvent être très dérangeantes, y compris simplement de par leur présence, même sans rentrer strictement en interaction avec. Donc, le côté soleil, qu'est-ce que je vais vous en dire? Je vais vous dire en allant chercher l'info. Il y a un côté de le feu n'est pas une logique de le feu qui nourrit et pas le feu qui détruit. Un feu qui nourrit, oui, mais un feu qui nourrit en disant ok, c'est juste ça qu'il faut pour nourrir. Avec une logique effectivement d'impeccabilité. On pourrait le ramener voilà, au niveau nourriture, c'est ok, exactement le besoin au moment qu'il faut. Ça peut être ça. Donc tout ça, c'est les réponses en fait des questions qui m'ont été posées. Donc, pour ceux qui viennent là, la prochaine fois qu'il y a une conférence, n'hésitez pas à vous poser les questions avant sur le forum, au moins vous aurez vos réponses. Pourrais-tu nous parler de ton expérience avec la vouivre en Irlande et ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier avec la vouivre en Irlande? Je sais pas. Non, parce que je ne vois pas exactement, je refais pas de lien là comme ça, c'est trop général. La vouivre, alors derrière le mot vouivre, on est aussi parfois... alors si, ça va m'emmener sur un sujet intéressant. Alors quelqu'un mettait le feu, je reviens un tout petit peu en arrière, un feu qui transmute et qui détruit. Alors détruit n'est pas tout à fait égal à transmuter pour moi. Quand on transmute quelque chose, on fait évoluer la matière. Quand on la détruit, on est plus dans une logique d'involution. C'est une petite nuance. Une transmutation est une évolution de la matière. Pour prendre un exemple très concret, l'argent, naturellement, évolue vers l'or. En Amérique du Sud, quand ils ouvrent certaines mines, et où il y a un mélange or-argent, ils disent la mine n'est pas encore mûre, et ils referment. Donc, petite nuance. On n'est pas du tout... Et là, on est dans du très concret. C'est pas, oui, la grande transmutation. Non, non. Il y a des choses qui se transmutent naturellement au niveau atomique sur Terre. Ça se passe, y compris dans le jardin, simplement dans le sol, grâce aux bactéries du sol. Ça a été prouvé, y compris scientifiquement parlant. Les transmutations nucléaires, c'est-à-dire changement d'un élément vers un autre, du style silicium donne du calcium, ça, c'est quelque chose que le vivant fait au quotidien. Si vous pouvez aller rechercher le boulot qu'a fait Kerbrand, il y a quelques bouquins d'ailleurs sur le forum en téléchargement de lui, il y a vraiment un côté transmutation que lui a mis à jour, a mis le doigt dessus, et il n'y a pas que lui, il y en a d'autres derrière. Parce que lui, il avait un inconvénient, surtout pour les physiciens, c'est qu'il était biologiste et pas physicien. Deva. Ah pardon. Alors, y a-t-il une entité pour chaque élément? Ou un ensemble de Deva assez nombreux?
Il y a encore pas mal de monde, je reviendrai dessus un tout petit peu après. Je finis, tous les esprits de la nature sont-ils guidés par un Deva? Ah ben, on retombe là-dessus. Qui lui-même est dirigé par une plus haute autorité. Il y a une logique de hiérarchie. Il y a une logique de hiérarchie tout simplement parce que quand on prend un lutin qui va s'occuper des interactions racines, mycorhizes, par exemple au niveau d'une plante, je reviens là-dessus, bah, lui il s'occupe de ça, ok. Puis en même temps, vous allez avoir éventuellement au-dessus, entre guillemets, un nain qui va gérer un petit peu plus large. Puis vous allez avoir une fée qui va gérer encore plus large. Puis éventuellement, vous allez avoir le Deva de la terre, avec des Devas intermédiaires qui vont s'occuper de différentes choses. Donc c'est effectivement une logique, chacun a son rôle et chacun gère un périmètre. Le lutin, c'est pas la peine de lui demander sur la dérive des continents, c'est pas son rôle. Mais il y a un Deva qui va s'occuper de la dérive des continents. Même plusieurs. Parce qu'il y a des liens entre le feu et la terre, apparemment, entre autres. Donc effectivement, il y a une logique de hiérarchie, mais il n'y a pas un jour le lutin rêve de devenir une fée. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Comme chez l'humain, on pourrait fonctionner aussi comme ça. Chacun joue le rôle pour lequel il est fait. Alors, j'ai écouté... Alors, il y en a qui parlent de terre creuse, avec des êtres qui y vivent. Oui, bien sûr. Et qu'on peut recevoir des messages et en discuter. Ben, c'est ce que je fais dans un certain nombre de stages, voilà, au quotidien, bien sûr, qu'il y a des êtres qui sont en dessous avec lesquels on peut discuter. Après, on peut mettre tout un petit côté... on peut rajouter là-dessus un côté très fantastique et très lointain. Non, non, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc la Terre était bel et bien habitée de quoi? Lémuriens? Oui, Lémuriens, Atlantes, elle y est même encore. Ils ont juste changé de niveau vibratoire, ils n'ont pas disparu. Mais ça, c'est encore un autre thème. J'ai pas envie forcément d'aller sur le côté Atlante et Lémurien maintenant. Sinon, on a parlé des êtres lunaires et des êtres solaires depuis le début de l'année. Bonne question. Là, pour moi, je peux pas me brancher dessus, il n'y a rien derrière. A priori, il y a une grosse part de construction mentale. Moi, derrière, je peux pas me connecter sur quelque chose qui n'est qu'une construction mentale. Tout simplement. Alors, qu'en est-il? Alors, sujet de réflexion. Alors, des questions. Alors, j'essaye de lire en même temps. Qui mériterait une soirée, voire un stage. Les énergies, esprit de la nature et jardinage. Oui, il y a déjà eu des choses, effectivement. Alors, je vais essayer de lire en même temps. Alors, y a-t-il un... Je vais essayer de reprendre un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en fait répondre aux questions que tu as posées, Manu, en même temps que ce que je lis. Est-ce qu'un travail en conscience du jardin, sans notion consciente d'énergie, ne permet pas une connexion automatique aux énergies du coin? Alors ça, cette question, elle est drôlement intéressante. Il y a des personnes, on va dire, qui ont la main verte. Ben effectivement, ils sont tellement en présence à ce qu'ils font, branchés sur le cœur, et finalement avec un processus de diffusion et de coévolution qui se fait avec le jardin, ils n'ont pas fait un stage avec Jean-Pierre Martinez pour discuter avec l'esprit de la nature, et pourtant ça se passe bien. Eh ben oui, super, hein, heureusement d'ailleurs. Donc tout à fait, à partir du moment où on est en conscience et parfaitement dans ce qu'on fait, on va se rendre compte que les énergies qui sont là, de toute façon, qui gèrent aussi les choses environnantes, sont complètement, effectivement, en bienveillance. Et en fait, elles sont là pour nous aider. C'est-à-dire que quand vous avez un lutin, où son rôle c'est d'arriver à un équilibre, une harmonie dans le jardin, ou la fée qui va gérer le jardin, par exemple, ça c'est pour répondre sur est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un qui gère le jardin, alors la fée, demandez le gardien du lieu, et plus spécifiquement, est-ce qu'il y a un gardien pour le jardin? Gardien du lieu, il y en a toujours. C'est assez souvent un esprit de la nature, ça peut être d'autres choses. Donc demandez au gardien du lieu, c'est lui qui va pouvoir vous dire qu'est-ce qui va être le plus adapté pour ce que vous avez à faire dans votre jardin.
Parce que si vous demandez parfois à l'énergie liée à une plante, à l'âme, on pourrait dire à l'âme groupe d'une plante, vous dire oui, mais alors là, il faut que je fasse quoi? Est-ce qu'il faut que j'arrache la mauvaise herbe là qui est à côté de toi? Vous lui dire éventuellement oui, et éventuellement, pas toujours, mais elle va vous dire oui par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'elle est en concurrence. Mais pour l'équilibre du jardin, si ça se trouve, cette concurrence est indispensable pour autre chose. D'où cette notion de gardien du lieu qui, lui, va avoir une vision plus large et d'arriver à ce qu'il y ait une harmonie, même si parfois il y a de la tension. Il peut y avoir de la tension et néanmoins une forme d'harmonie. Voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Donc, est-ce qu'il est intéressant de demander aux énergies un coup de pouce? Si oui, comment faire? Alors moi, j'utilise un truc très pratique pour le jardin et pour demander un coup de pouce. C'est assez simple. Il faudrait que je refasse une petite vidéo là-dessus pour montrer exactement. Je passe par le vecteur eau et dynamisation de l'eau. Éventuellement, si vous arrivez à rentrer en contact avec l'esprit du lieu, le gardien du lieu, vous lui demandez, ok, est-ce qu'il y a un endroit, voilà, j'ai mon... Alors idéalement, vous avez un beau pot en grès, vernissé, avec une eau de source parfaite qui vient de jaillir, ok. Sinon, vous avez un seau en plastique, l'eau du robinet, c'est pas idéal, ou de l'eau de pluie, c'est bien, ou d'une mare, c'est bien. Vous demandez à l'esprit du lieu, est-ce qu'il y a un endroit le plus adapté pour dynamiser notre seau? Ou sinon, vous dites, bah moi, un endroit où je me sens attiré. Ok, ouais, mais moi, j'ai pas la perception pour différentes raisons. Ok, l'endroit sur lequel vous vous sentez bien dans le jardin. Vous posez votre seau, et puis vous posez votre demande. Dit, voilà, moi, je mets simplement une énergie de bienveillance, et en même temps, je produis un tourbillon dans mon seau. Toujours du même sens. On n'est pas dans une dynamisation comme les biodynamistes où on casse le tourbillon. Vous tournez tranquillement dans le même sens, et vous demandez en même temps, voilà, aux énergies qui gèrent le lieu, si elles veulent faire passer une information dans l'eau que vous êtes en train de charger, qui va être bienfaisante pour l'équilibre du jardin. Vous faites ça, et généralement, quand vous avez passé une dizaine de minutes, j'ai rarement eu besoin de faire plus. Si, encore une fois, si à partir du moment où vous avez le contact, vous demandez au gardien du lieu, ok, là c'est bon, ou simplement quand vous sentez qu'il n'y a plus d'énergie, et que, encore mieux si vous êtes clairvoyant, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui arrive, bon, bah vous arrêtez. Vous mettez ça dans le pulvé, et vous passez dans tout le jardin. Là on est très simple, très concret, ouais. Et c'est vraiment une manière d'avoir un coup de pouce. Ça permet aussi d'avoir une manière, parce que si vous passez par l'intention et dire, j'envoie l'intention moi, oui, ça c'est valable si vous êtes en permanence, centré et dans le cœur. En permanence, à chaque fois que vous allez dans le jardin. Désolé, mais cette technique n'est pas gérable pour moi. Comment faire pour dynamiser l'eau plus largement? Comment ça, tu peux pas dynamiser 10 litres d'eau que tu mets dans un pulvé? Avec 10 litres d'eau, tu fais 5000 mètres carrés sans aucun problème. Donc c'est pas gérable pour toi? Ça, c'est Nanou qui disait que cette technique n'était pas gérable pour elle. Ah, tu me dis, si est-ce que c'est gérable? Tu mets ça dans un pulvé, tu te promènes, tu passes. Le but n'est pas d'arroser avec. Le but est de répandre l'information. Est-ce que ça te semble gérable? Oui, non. C'est-à-dire, tu as fait ta pulvée, tu as fait ta dynamisation, tes 10 litres d'eau, tu prends un pulvérisateur à dos, c'est un truc, hop, où tu pompes, et puis bah, tu pulvérises. Voilà, tu pars en marchant, en même temps ça te permet de rentrer bien en contact avec le lieu, de revoir, pas de dire oui, je n'en vois que par la pensée, mais quasiment j'en vois que par la pensée, il n'y a pas l'application iPhone pour que je puisse le faire, on va dehors. Et puis, tu passes partout et tu passes un petit brouillard. Oui, oui, tu pulvérises les végétaux, le sol, tout. Ouais, ouais. Et puis tu passes une fois, 2 fois, 3 fois, selon. Une fois, on peut demander après justement au gardien des lieux, est-ce que c'est judicieux de faire un passage? Souvent, on peut rentrer dans une logique ou du style 3 soirs de suite. Ça peut être intéressant. Ça peut être assez intéressant. Ah non, non, si tu veux arroser, pour arroser, il y a d'autres... il peut y avoir des choses pour dynamiser l'eau d'une autre manière. Je ne vais pas rentrer là dans les... C'est pas le thème de la soirée. On pourra faire quelque chose sur le jardin spécifique, ça sera intéressant. Alors, sur un lieu... Je vais répondre à une dernière... Non, non, pas tous les jours.
quand vous avez fait ça, généralement, moi je sais que la dernière fois que je l'ai fait, on m'avait gentiment, le gardien du lieu m'avait dit 3 soirs de suite, de passer une pulvée, si possible. Des fois, j'ai pas fait les 3 soirs. Je suis pas toujours un bon élève, j'ai les infos, mais ça veut pas dire que je les applique toujours. C'est pas quelque chose forcément à renouveler beaucoup. Quand vous l'avez fait, allez, même en pleine saison, une fois dans le mois, souvent ça suffit. Demandez au gardien du lieu. Je peux pas vous donner une réponse globale, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui se passe aussi chez vous. Si vous êtes dans un lieu où il y a de gros changements au niveau structure énergétique, peut-être que ça sera intéressant de le répéter plus souvent. Mais tous les jours, non, parce qu'à un moment donné, bon voilà, vous n'allez pas passer votre temps avec votre pulvérisateur, non plus. Donc je vais essayer de répondre à une des dernières questions qui a été posée sur le forum. Sur un lieu chargé, les énergies présentes du lieu, esprit de la nature en tout genre, travaillent-elles sur les humains présents? Alors chargé, je pense que là il voulait dire chargé positivement. Oui, un lieu où il y a des esprits de la nature, bah, on fait partie de la nature, donc qui travaille sur nous. Oui, on en profite aussi, bien sûr. Si on prend du temps pour poser, pour chercher à rentrer en relation, ça va accentuer et clarifier ce phénomène. Et surtout, ça va le fluidifier, parce que souvent, si on a tendance à être bien fermé, bah, effectivement, il va y avoir des choses qui vont nous pousser à nous ouvrir. Donc si on s'ouvre, ça va être plus fluide, tout simplement. Vous faites une médite, compris debout la méditation, pour dire ok, vous êtes bien en terre, parce que la médite des fois assis, c'est bien gentil, mais vous pouvez vous barrer. Donc vous méditez debout, là, en prenant ok, je me prends un temps, et je me prends un temps pour ressentir mon corps. Vous méditez sur les sensations du corps, à l'intérieur du corps. Moi, je trouve cette approche de la méditation assez intéressante. C'est entre autres ce qui peut s'appeler les méditations vipassana. J'ai eu l'occasion de faire, oui, j'ai eu l'occasion d'en faire 10 jours, et puis c'est quelque chose que j'ai intégré, on va dire, d'une certaine manière dans mon quotidien. En clair, si on est dans un lieu très chargé et qu'on n'est pas du tout clairvoyant, est-ce que le travail se fait malgré tout? Oui, relativement oui. Donc ça, c'était pour répondre à cette question. Est-ce que nos choix inconscients qui en sont la raison? De toute façon, on se retrouve généralement dans des lieux utiles pour nous. Qu'on soit chargé d'ailleurs avec des énergies de manière très positive, style esprit de la nature, mais on peut aussi tout à fait avoir des énergies de polarité négative. Elles cherchent à passer un message. À partir du moment où le message est passé, simplement, elles vont continuer leur chemin. Si vous ne rentrez pas dans la logique de je suis le guerrier de lumière et je veux rentrer en combat parce que c'est des méchantes énergies, en fait, elles viennent juste voir où vous en êtes. Si vous en êtes encore à la logique je veux jouer guerrier, il n'y a pas de souci, elles vont jouer avec vous. Et elles peuvent vous enquiquiner un bon moment. J'ai pas dit il faut mettre tout le négatif et tout est pareil, le négatif et le positif. Et non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit arrêtez de vous battre. Vous vous mettez sur un autre niveau, un niveau de bienveillance. C'est simple. À partir du moment où vous êtes en bienveillance, même une énergie de polarité négative, d'ailleurs, elle va ne faire que passer son information d'évolution, et puis c'est tout. Et elle ne va pas du tout vous parasiter. Après, si vous avez envie de travailler sur la protection et autres, et que vous avez besoin de ça, et que c'est utile pour vous pour le moment, parce que vous vous sentez en danger, et que pour le moment, vous-même, vous êtes en combat intérieur, et vivez ce combat-là, et rentrez dans des techniques de protection, j'ai pas de problème avec ça. Et que, juste de garder à l'esprit que c'est juste un passage, et qu'un jour aussi, vous allez passer à autre chose. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Je l'ai juste vu pour moi et pour un certain nombre de centaines de personnes qui étaient dans une logique de combat, à être empatouillées et emberlificotées sans arrêt, fallait nettoyer et autres, et qui du coup le vivent bien et vivent des relations plus sereines. Donc on peut me dire, oui, non, mais là, ça va pas, tu vas être complètement parasité si tu fais ça. Moi, quand je vois des gens qui peuvent, en rentrant dans cette logique, ça veut dire que tous les gens qui sont comme ça devraient être mal avec leur entourage, mal avec eux-mêmes, dans ce qu'ils font, ça ne devrait pas se dérouler correctement, et la pratique nous montre autre chose. Donc voilà. Après, je n'ai pas dit que la logique de protection, si vous-même vous êtes dans une logique de combat, rentrez dans une logique de protection.
Parce que si vous jouez au combattant sans vous protéger, vous allez en prendre plein la tête et effectivement vous faire parasiter. Mais pas parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles vont vous faire comprendre que cette logique de combat, soit il va falloir vous améliorer sérieusement et donc monter votre niveau vibratoire. Quand vous allez monter votre niveau vibratoire, à un moment donné, en fait, vous allez lâcher de vous-même cette logique de combat. Eh ben oui, vous arrivez simplement dans de la bienveillance. Et dans ces cas-là, la logique du bouclier et du sabre, à quoi elle sert? À rien. À rien. Donc de toute façon, à un moment donné, c'est qu'une question d'étape. Vous irez. Alors, y a-t-il des esprits... Alors, en clé, j'essaye de lire en même temps. Y a-t-il un esprit de la nature ou une énergie particulière plus apte à faire travailler l'ancrage chez l'humain? Alors, il y a une énergie particulière qui est apte à faire travailler l'ancrage chez l'humain. C'est l'humain. Travaillez avec votre corps. C'est bien gentil de dire « Oui, j'ai vu des petites vidéos où il y a de la marche avant-arrière. Ah oui, c'est bien joli, d'accord. Ah ouais, puis je vais le faire. » Faites-le. 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 On voit bien les personnes qu'on accompagne qui sont dans cette logique où tous les jours ils se font des exercices physiques et on voit bien les retours qui se font. Il semble qu'il y ait des choses intéressantes qui se passent. C'est pas juste du délire ou même en stage avec des gens qui disent « Ah oui, là je suis vraiment dans mon corps. » Je me soutiens d'un certain Christophe, dont je tairai le nom de famille, qui à un moment donné dit « Waouh, ça peut être... Je me sens même à l'étroit dans ce corps, j'avais jamais pris conscience que... » Ok, ben oui, on peut habiter complètement son corps. Et ça, c'est déjà vraiment une manière de dire « je m'ancre ». Donc après, si vous faites un travail d'ancrage, vous allez vous rendre compte que les énergies qui vont favoriser vont venir toutes seules. On peut chercher un vortex qui effectivement ancre. Il y a des vortex qui vont tendance à avoir à élever, d'autres à ancrer. Vous cherchez un vortex qui ancre, donc qui stimule le chakra 1, et en même temps vous faites un travail là-dessus. Oui, super, c'est encore mieux. On peut aller demander à des esprits de la Terre de travailler aussi là-dessus. Voilà. Là, j'ai lu toutes les questions qui étaient sur le forum. Ah bah oui, et ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Alors, je vais venir aux questions en direct live. J'avais une question sur nos accompagnants divers. Est-ce qu'ils viennent nous apprendre... Est-ce que ce qu'ils viennent nous apprendre sont fonction de leur espèce? Et si oui, peux-tu donner quelques exemples? Si tu es accompagné, alors on va prendre un exemple concret, si tu te retrouves avec une vouivre, puisqu'on parlait de vouivre, alors la vouivre, moi j'entends par vouivre, esprit de la nature qui semble à un serpent qui peut faire 5, 6, 10 mètres. Et on peut avoir ça sur nous. Oui, et bien généralement, on va être là pour nous aider à digérer notre émotionnel. À regarder aussi comment effectivement notre rapport à l'épuration, à l'intégration, à la digestion, y compris ce qu'on mange, y compris comment on digère et comment on va faire caca. On est dans du très basique? Ouais. Si vous êtes avec un esprit de l'air, comme par hasard, vous dites oui, j'ai du mal à m'exprimer, tiens c'est marrant, j'ai un sylphe, qui est un esprit lié à l'air, qui m'accompagne et qui a tendance à être assez collé à moi par moment. Et ben oui, comme par hasard, il joue beaucoup sur le chakra de la gorge, le chakra de l'expression, l'âme. Et oui, donc effectivement, on a vraiment aussi, il y a vraiment cette logique. On se retrouve avec une énergie de terre, qui vit même sous terre, qui peut être un esprit de la nature, ou d'autres types d'énergie qui vit sous terre, et qui va nous favoriser notre ancrage, c'est parce qu'on a besoin de travailler notre ancrage qu'on a ça. Donc effectivement, nos accompagnants peuvent nous donner de l'information sur qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Alors, est-ce que dans un lieu est-ce qu'un lieu public peut avoir un gardien? Par exemple, un jardin partagé. Il y a une énergie qui gère les lieux partout sur Terre. Partout. Il y a forcément une logique de gardien. Le gardien, c'est pas celui qui est là avec le sifflet. C'est quelque chose qui gère l'harmonie énergétique du lieu. Donc effectivement, oui, il y en a partout. Même en ville, même en immeuble, même au 12e étage. Oui, ça ne veut pas dire que vous avez un gardien qui s'occupe de votre studio au 12e étage. Il gère peut-être 1 hectare de terrain et toutes les habitations qu'il y a dessus. Vous êtes de l'humain
vous faites partie du vivant, donc il y a effectivement des esprits de la nature qui sont là aussi pour qu'on puisse nous aussi vivre en harmonie avec le reste. Elles ne sont pas à notre service, elles sont pour que le vivant puisse interagir de la manière la plus harmonieuse possible. Ils ont du boulot en ce moment. Ouais. Alors, je réitère ma question. La classification des esprits de la nature ne devient-elle pas obsolète, due à leur évolution? Alors, il en reste encore un certain nombre. Il y en a pas mal qui sont passés sur une logique d'énergie spirituelle, et donc qui sont dans une fusion de type, mais je pensais qu'il allait y avoir une fusion beaucoup plus rapide. La pratique me montre que non, et que par contre on en a même d'autres qui jusqu'à maintenant étaient plutôt souterrains, et ont tendance maintenant à rentrer en contact avec les humains. Donc elle n'est pas devenue complètement obsolète, mais elle aurait besoin d'être remise à jour. Nanou, comment se sentir quand nous sommes vraiment bien dans... Alors, comment sentir quand nous sommes vraiment bien dans notre corps? Ça, comment vous vous sentez physiquement? Faites du travail, il y a un truc qui est très intéressant. Vous faites un travail physique, vous partez marcher, par exemple. Mais vraiment marcher. À un moment donné, comment vous vous sentez après 3-4 heures de marche? En disant, ok, ou là j'ai fait quelque chose qui m'a demandé de l'attention, et en même temps un travail physique, regardez comment vous êtes en sensibilité dans votre corps et en attention dans votre corps. C'est souvent une question aussi de différence, en disant, ouais, bah là, d'abord, là je me cogne partout comme par hasard. Bah oui, si je me cogne partout, à un moment donné, il va peut-être falloir intégrer son schéma corporel. Est-ce qu'on peut être trop dans son corps? Alors, être dans son corps ne veut pas dire être englué dans l'ego, dans le mental. Ça veut juste dire ressentir pleinement son corps. Après, ce qui se passe, si par exemple des gens qui ont un corps en souffrance, le corps qui... Alors, soit il y a l'option il se barre, parce que c'est une manière de gérer la souffrance, soit il y a une manière de dire, finalement, je reste coaché au corps de par la souffrance que ça génère. Être trop dans son corps, on va dire de manière générale, je dirais non. Mais c'est une manière générale. Après, il faut voir de manière particulière. Peux-tu donner plus d'informations sur l'exercice pour récupérer les mémoires que tu as posté récemment? Posez donc cette question sur l'exercice, parce que là, je l'ai même plus en tête. Donc j'aurais du mal. J'aurais du mal. Sur le forum, posez la question, là où est la vidéo, et je vous donnerai plus de réponses. Alors, les reptiliens, énergie perçue négative pour nous ancrer. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot reptilien? Là, on est dans un mot, il y a des entités, moi j'appelle non humaines, qui ont une forme reptilienne, et qui sont de polarité négative. Alors, pour moi, je n'appelle pas ça une énergie d'ancrage. Elles ont beau être, pour certaines, effectivement, elles vivent sous terre, mais c'est pas une énergie d'ancrage, voire même elles nous bouffent notre ancrage. Faut pas confondre. Par contre, elles ont un message à faire passer. Quand à un moment donné, on fuit ce corps, on fuit cette terre et on la nie, eh ben on va avoir des énergies. Ok, tu veux pas te connecter à cette terre? Eh ben on va t'aider à pas te connecter. Et à voir qu'est-ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, dire non mais là je suis tellement mal, va falloir que je change. Puis finalement, ouais, cette terre, ouais, je vais peut-être me reconnecter. Et à partir du moment, par exemple, elles peuvent chercher à faire passer ce genre d'infos. Donc elles ne sont pas négatives en soi. À partir du moment où on a capté cette info et qu'on l'intègre, et ben ces énergies, ces entités non humaines, derrière pour moi le mot entité, je rentre dans le mot entité tout ce qui est de polarité négative. C'est-à-dire qu'il va contracter notre biochamp et nous bouffer de l'énergie. Donc oui, le but n'est pas de rester collé avec. Si vous en avez une qui vous colle, elle veut juste vous donner une information comme quoi il y a quelque chose dans ce que vous faites qui n'est pas cohérent. Donc il n'y a même pas l'histoire de dire je vais la chasser ou je vais lui dire viens je te fais un câlin. C'est de dire par contre j'ai une information à récupérer. Si j'ai une énergie, si j'ai quelque chose qui est là et qui me bouffe mon énergie vitale, c'est pas parce qu'elle est affreuse et méchante, c'est parce qu'elle veut me faire passer une information que je ne veux pas entendre.
Considères-tu les licornes comme des esprits de la nature? Oui. Alors, sachant que... Qu'est-ce qu'on met derrière le mot licorne? J'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, que j'ai vu quelque chose qui parlait de sirènes, et de sirènes dans, je sais plus quoi, moi, peut-être pas une piscine, mais une fontaine ou autre. Oui, en me branchant sur l'énergie, effectivement, il a bien capté quelque chose où lui, il a collé l'étiquette sirène. Mais pour moi, c'est pas mon étiquette de sirène. Et sirène, c'est quelque chose qui vit uniquement en mer et qui n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est une ondine un peu particulière que la personne avait captée. Alors, il a faux, c'est moi qui ai raison. Non, c'est le problème de se poser un cadre et une définition commune. Et ça, c'est compliqué. Quand on parle d'un réfrigérateur, on peut à peu près avoir quelque chose de commun. Quoique vous avez le petit réfrigérateur qui va dans la voiture, et puis vous avez le truc monstrueux qui fait les glaçons et bidules américaines, où il y a même la prise pour le café et Internet dessus. C'est tous les deux des réfrigérateurs. Et puis, c'est comme si réfrigérateur, vu que c'est une marque, ils fabriquaient aussi des cafetières électriques, mais qu'on va appeler aussi réfrigérateur. Et c'est là où on a parfois un problème, avec le nom des esprits de la nature. Ces esprits sont-ils alors plus évolués que les êtres humains? Alors, ils ont un autre rôle à jouer. Ils ont, pour la plupart, quasi, on peut dire, lâché leur libre arbitre. Donc on pourrait dire qu'ils sont plus évolués. Oui et non. Cette notion de plus, moins, on est chacun à des phases d'évolution différentes. Et que c'est la synergie de, justement, nous, les esprits de la nature, des énergies spirituelles, d'autres énergies, style les squen, tout ça ensemble, qui créons quelque chose, qui crée un monde en équilibre. Des Atlantes, des mondes terrestres, ben, tout ça crée un monde, un univers, dans un relatif équilibre. Donc le plus ou moins évolué, pour moi, n'a pas forcément strictement de sens. Nanou, j'arrête pas de me cogner partout en ce moment. Bah une idée. Peut-être effectivement dire, tiens, massage. Tu vas voir ton voisin là, tu lui dis massage tous les jours, par exemple. Tu grandis, Nanou. Oui. C'est vraiment souvent dans le côté je me cogne, je me blesse. Soit c'est je suis simplement pas en présence dans ce que je fais. Moi, c'est typique. Les fois où je me suis blessé, c'est qu'effectivement, je regarde, je suis pas présent. Donc c'est eh oh. C'est ici que ça se passe. Généralement, c'est quasi toujours comme ça quand même. Est-ce qu'il y a des esprits de la nature qui inspirent certains arts ou pratiques, comme certains arts martiaux? Ou sinon, est-ce que c'est comme... Est-ce que c'est comme type énergétique? J'ai pas tout compris ta question, Tam. Des esprits de la nature qui inspirent certains arts ou pratiques. Quand on pratique, quand on a une pratique, il y a des énergies, entre autres des esprits de la nature, qui peuvent être intéressés par ce qu'on fait. Tout simplement parce que ça fait avancer et ça les aide dans ce qu'eux ont à faire. Donc effectivement, on va dire qu'ils nous inspirent, qu'ils nous accompagnent. Oui, il y a des elfes qui vont être plus sur la musique. Oui, parce qu'apparemment la musique, c'est pas juste « Ah oui, il y a une note ». Au commencement était le verbe, ou au commencement était le son. La musique va être porteuse et génératrice de forme. Mais c'est pas valable que pour la musique. Un geste va aussi générer quelque chose. C'est bien sûr parfaitement par hasard que j'ai fait. Donc, tout ce qu'on fait va effectivement poser des points d'évolution. Donc oui, c'est important, et oui, il y a des énergies qui peuvent nous accompagner dans ces cas-là. Pourquoi est-on accompagné d'un dragon? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse générale. Parce que, dans les dragons, on n'est pas dans les esprits de la nature. C'est pour moi des énergies qui fonctionnent, c'est des êtres multidimensionnels. Entre autres, un des types de dragons, c'est les dragons de naissance, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner l'âme pendant l'incarnation, avant même la conception, et généralement jusqu'à 12, 14, 18 mois, le bébé. En gros, jusqu'à temps qu'il puisse éventuellement avoir un souvenir. Quand il commence à pouvoir enregistrer des souvenirs, il s'en va, le dragon.
Donc ça, c'est un type de dragon. Après, on peut simplement avoir besoin de travailler sur des... Par exemple, de se remettre en lien et de refaire des liens entre des lieux qu'on fréquente et qui en fait sont des lieux telluriques intéressants. Ça peut être un exemple. Après, pour plus de spécificité, il faudrait creuser un peu plus. Ton cas particulier. Mieux vaut-il pas être assis en étant présent ici maintenant que plutôt marcher en étant perdu dans ses pensées tout au long de la marche. Alors, est-ce qu'il vaut mieux effectivement être assis en étant bien présent ou de marcher en étant absent? À ton avis, tu as la réponse dans ta question. C'est comme le petit côté, on peut être en plein milieu, tout au fond d'une caverne, mais avec 50 milliards de pensées qui sont là, et que de toute façon c'est comme s'il y avait 15 millions de personnes à côté de soi, ou être dans le métro à 17h à Paris, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, mais... Et puis, être parfaitement centré et être effectivement comme en haut d'une montagne. Ça, c'est une histoire d'état intérieur, on est bien d'accord. Après, des fois, ça peut être plus simple de se mettre dans un contexte, on va dire, facilitateur. Mais on peut tout à fait, effectivement, dire, oui, là, moi, ça fait 15 ans que je fais du yoga, mais en fait, la personne, elle est inondée par ses pensées, par, oui, mais est-ce que j'ai bien fait mon mouvement? Parce que si je fais pas bien, si ça se trouve, mon chi ne va pas bien circuler. J'ai rien contre le yoga ni les techniques, il n'y a pas de souci. C'est dire à un moment donné, est-ce que je rentre dans quelque chose d'intuitif et qui circule? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique. Il y a un moment donné, est-ce qu'on rentre dans quelque chose qui est harmonieux? Je pense être accompagné par une énergie feu en ce moment. Comment vérifier et être sûr? Et savoir ce que c'est et pourquoi elle est là. Tu peux éventuellement lui demander, dis donc, bonjour cher, est-ce qu'il y a une énergie feu qui m'accompagne? Est-ce que tu veux bien me mettre devant? Tu testes son niveau énergétique. Si tu as un truc à 300%, j'ai un petit doute. S'il y a un truc qui effectivement fait monter ton plan horizontal extrêmement, déjà c'est un peu plus cohérent. Lui demander, est-ce que tu es plutôt lié au feu? Oui. Et puis après, tu te poses, et puis en clair info. Alors déjà lui demander, est-ce que tu veux me dire pourquoi tu es là? Parfois ça va être non. Le nombre de fois où les énergies feu, qui peuvent être relativement à proximité, déjà se montrent pas forcément, même pour la personne. Et deux, ne vont pas dire pourquoi elles sont là. Parce que simplement, c'est pas pour le mental. Après, si tu as un colocataire qui tatouille aussi du Biochamp, il me semble, tu peux aussi essayer de faire le travail à deux. Voilà. Existe-t-il des élémentaux masculins et féminins? Oui. Oui, ils peuvent vivre en couple, et oui, pour certains, ils ont même une reproduction sexuée. Par exemple, les ondines, qui sont des esprits de l'eau. Il y a même chez les sirènes, il y a une certaine logique de masculin-féminin, et depuis pas longtemps, et d'ailleurs sont revenus même en partie à une forme de reproduction sexuée. Ne me demandez pas de détailler les relations sexuelles chez les ondines au nord de l'Écosse, j'en sais rien. Mais alors la vivre en couple, vivre en masculin et féminin, la notion de couple, un homme, une femme, et juste deux énergies, et on se promet la fidélité pour la vie et autres, ça c'est une autre histoire. J'ai pas creusé plus que ça. Oui, il y en a qui peuvent être dans une logique de binôme, mais il y en a qui sont aussi simplement dans une logique de polarité. Ça, c'est du vérifier en direct live. Hein. Ce que je vous dis, quand j'ai pas l'info, je vais la chercher. Je vais redemander justement à une ondine de passage. Oui, de passage, parce que j'ai un petit trou d'eau pas loin et donc j'ai été demander s'il n'y en avait pas une qui voulait répondre. Quelle relation entre émotion et esprit de la nature y a-t-il? Est-ce une info, un moyen de communiquer? Alors, on peut aussi dire, ok, je laisse monter en moi, finalement, qu'est-ce que le contact avec l'esprit de la nature génère? Sachant que l'émotion est souvent générée aussi par rapport à des choses qui ne sont pas forcément claires chez moi, ou qui vont être focalisées sur un point. Donc vous allez avoir une information qui peut être intéressante. Après, vous pouvez contrôler en disant, ok,
D'accord, il m'a semblé capter ça. Voilà. Il semble que tu joues sur le rapport au lien amoureux avec mon bégonia. Ok. Parce que c'est un esprit particulier. Bah, vous demandez cette énergie, ok. Il m'a semblé capter ça. Est-ce que c'est bien toi qui m'as fait passer exactement cette information? Si oui, tu te déplaces. C'est ce qu'on apprend dans les stages d'intro. Bah oui, entre autres à valider par ce système-là. Donc il y a certains esprits de la nature qui vont facilement, tous les esprits liés à l'eau ont tendance effectivement à être assez générateurs d'émotions. À partir du moment où il y a une résonance chez nous, si vous êtes EDLN, c'est esprit de la nature, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plus court que de taper esprit de la nature. Les lutins aussi, masculins... Oui, les lutins peuvent être dans une logique masculin-féminin, oui. Comment intégrer les informations? Posez-vous, laissez-vous du temps. Vous êtes dans votre jardin, par exemple, vous vous posez et vous laissez simplement venir. De toute façon, c'est la pratique. Ok, dites oui, mais là, c'est quelque chose qui est lié à mes plantes. Travaillez, occupez-vous de votre jardin en étant parfaitement en conscience et que vous allez l'intégrer par l'expérience. Après, est-ce qu'on met derrière information? Est-ce qu'on parle de l'énergie ou est-ce qu'on parle de l'information d'évolution? L'information d'évolution va passer toute seule. C'est une symbiose de cellule à cellule, on pourrait dire. C'est pas le mental. Donc ça se passe à partir du moment où simplement, au contraire, on met un peu en paix le mental et on ouvre juste au niveau du cœur. Et ça circule, oui. En gros, le principe de base, il est là. Les dragons qui grandissent en vous accompagnant. Accompagnement depuis l'éclosion de l'œuf. Ah, la grande mode, il y en a qui repartent avec des œufs de dragon. Il semble même qu'il y en ait qui en distribuent à des stages. Peut-être que d'ailleurs c'est plus des œufs de construction mentale que des œufs de dragon. Faut voir. Les rares fois où j'ai eu à vivre cette logique d'œufs de dragon, par exemple, et pas que de dragon. Je l'ai vécu entre autres avec une ondine. Ça permet aux esprits de la nature, et y compris qui se sont, pour une ondine où l'œuf était resté à l'intérieur de moi. Tant bien, je travaillais beaucoup sur le côté, je fais encore, mais sur le côté femme enceinte. Et c'était une manière de ressentir, ok, on va t'aider à ressentir ce que peut ressentir une femme enceinte, par l'intérieur. Et effectivement, j'ai un truc en moi qui est là, et puis c'est resté un certain temps, et puis à un moment donné c'est sorti. L'avantage, l'accouchement est moins douloureux. Même si un accouchement n'est pas forcément douloureux, mais là c'est bien sorti. Donc on peut être vraiment... cette logique d'œuf, c'est pas tellement qu'ils grandissent, c'est pour eux une manière d'intégrer plus facilement ce que les humains vivent, et donc de pouvoir effectivement se mettre plus en lien et en harmonie avec eux. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc le petit côté dragon et œuf de dragon qui accompagne depuis l'éclosion de l'œuf, c'est pas parce qu'un dragon est dans un œuf. Il y a des choses où là je veux pas aller parce que pour le moment je veux pas y aller en public. Voilà, pour différentes raisons. Heureusement que dans plein de cas, les œufs de dragon ne se distribuent pas comme ça, parce qu'il y a quelque chose de particulier avec les œufs de dragon, et où pour, on va dire, des gens qui sont dans une logique de pouvoir personnel et d'ego, pourraient utiliser ça de manière mal à propos si je donnais plus d'informations. Les oiseaux, les animaux peut-être peuvent être considérés comme des esprits de la nature. Non, non. Ils peuvent être accompagnés par des esprits de la nature. Moi, les oiseaux et les animaux, on est un animal, hein, on n'est pas autre chose. Après, c'est quoi la différence entre nous et un esprit de la nature? À un certain niveau, on pourrait dire rien. Chacun joue son rôle. Ça dépend à quel niveau on se met. De toute façon, si on se met suffisamment haut, tout ça, c'est juste une illusion. Vous êtes en train de vous écouter vous-même. Et tout ce que je vous raconte, vous le savez déjà. Pas forcément, mais c'est pas le mental qui a cette logique d'unité. Et lui, il pourra pas y aller, de toute façon, dans cette logique d'unité, ce mental. Mais il peut être très utile à plein de trucs ici.
Alors, les oiseaux, les animaux, question sur les dragons de naissance. En cas de jumeaux, il y a un dragon a priori. Sur les vrais jumeaux, il y a un dragon. C'est ce qui crée apparemment entre autres ce lien. Bah, ce qui renforce, parce qu'il y a quand même un lien génétique et de patrimoine génétique similaire. Et pour des faux jumeaux, il peut y avoir 2 dragons. C'est pas même il peut, c'est il y a 2 dragons. Toujours, a priori. Les esprits de la nature se manifestent-ils dans nos rêves? Alors parfois ce qui se passe, c'est que vous captez quelque chose dans la journée, mais votre mental, lui, il n'a pas le temps de capter. Et en fait, il l'a mémorisé, ça s'est stocké quelque part, et quelque part vous avez la décompression pendant la nuit. Donc c'est pas forcément qu'il joue pendant le rêve, mais que c'est que vous décomprimez ce que vous avez vécu dans la journée pendant la nuit. Souvent. Ils peuvent aussi intervenir dans le rêve, mais très souvent il y a cette logique-là. Je capte une info dans la journée et elle se décompresse dans la nuit et elle monte au mental dans la nuit, dans une forme de conscience pendant la nuit. Qu'est-ce qui existe comme énergie du feu? Nanou, c'est vrai qu'on en a... Qu'est-ce qu'il y a? Patience. Le nouveau site internet devrait voir le jour bientôt et je vous ai mis un peu plus d'informations. Alors, sur les esprits du feu, on a quoi? On a les salamandres, qui sont des énergies de base, mais extrêmement puissantes, malgré qu'elles soient toutes petites, qu'on retrouve dans le compost, dans les fermentations, dans les fours à pain, dans un barbecue même potentiellement. Toujours, faut voir, c'est pas dès qu'il y a forcément une lueur. On peut l'avoir dans une bougie aussi. On a après tout un tas d'énergies très spécifiques. Il y en a une que j'ai un peu abordée. J'ai parlé, pour ceux qui ont suivi, de Phénix il n'y a pas longtemps. C'est pas quelque chose avec lequel je suis rentré strictement, consciemment et directement en contact. C'est une énergie... Phénix, c'est celui qui, à la fin de sa vie, se réduit en cendres pour renaître. On est dans une forme de transmutation. On est dans une forme de transmutation, même si quelqu'un au début parlait de destruction égale transmutation. Il y a des processus, y compris au niveau alchimique, de purification. On passe par de la calcination pour retravailler sur les cendres. Ça peut être un processus, oui, aussi. Il y a des fées du feu, il y a l'esprit du soleil, il y a des esprits de volcan, il y a des esprits sur le feu. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? J'ai pas forcément mis après le doigt sur tout, parce que pour moi c'est qu'est-ce qui se présente. Donc je vais te donner un petit exemple. Les esprits de la nature gèrent les saisons. Ils interagissent et ils favorisent à une bonne harmonie dans ce qu'il y a besoin par rapport aux saisons. C'est pas directement eux qui gèrent la saison. Alors, les messages sur notre temps, ça va venir. Ça, celle-là, garde-la sous le coude. Je répondrai après. Je répondrai à la fin. Et est-ce qu'un aigle a 2 têtes et un pan ont un rapport avec les esprits de la nature? Tu parles de quoi? Tu parles d'un animal? Un aigle à 2 têtes? L'aigle à 2 têtes peut éventuellement être une énergie de feu, justement. Un mélange entre une énergie particulière de air et feu. Et ça peut éventuellement être un esprit de la nature. Tu contextualises un peu plus ta question. Quel est le rôle et l'action du phénix? Passer par la destruction pour se reconstruire? Est-ce que je suis capable de tout perdre? Est-ce que je suis pas capable de tout abandonner? De tout lâcher? Je lâche mes attachements pour pouvoir renaître à ce que je suis à l'intérieur. Chez l'humain, ça peut donner ça. C'est drôlement intéressant, mais c'est pas oui, je lâche mes attachements d'une manière très intellectuelle. Je sais pas si on a Gwen qui est connectée. Elle pourrait vous faire un petit commentaire sur l'énergie du phénix, la Miss Gwen, mais je suis pas sûr qu'elle soit en ligne ce soir. Ou alors elle s'est planquée derrière un autre pseudo.
Oui, parce que là, je suis pas avec elle en ce moment. Ça ne saurait tarder, mais je ne suis pas avec elle. Donc c'est vraiment des énergies qui peuvent, quand on parle du phénix, c'est pas impossible. Là, j'ai posé un stage vers la mi-avril où justement on va travailler sur pas mal de choses, et en l'occurrence de dire à un moment donné comment on met en action ces projets et on crée très concrètement dans la matière. Je pense que on va aller toucher ce genre d'énergie. Ça va être sûrement un peu remuant pour une fois, et en plus ça va pas être un stage réservé spécialement aux anciens stagiaires, ouvert à tous à partir du moment où il y a un vrai désir de changement. C'était la minute de pub. Mais voilà, c'est une énergie qui pour moi se présente vraiment. Ça fait jusqu'à maintenant je l'avais jamais contacté, et là ça fait quoi, un mois que tiens, il y a quelque chose qui se promène. Je dis tiens, Phénix, c'est là, et ça tourne autour. Là il y a eu un beau petit passage qui m'a en disant ben ok, est-ce que t'es prêt à lâcher tout, puis à voir. Ben ouais. Pas forcément confortable? Non, pas forcément confortable. Puis dit bah ok, on va passer au-dessus de ça, et puis voilà, et la vie va continuer. Une logique de mort-renaissance, oui. Le feu par rapport au Sweat Lodge. Bah, le feu, c'est aussi la connaissance. Mais c'est aussi, attention, c'est la connaissance ultime, et c'est Icare. La vérité. Mais à un moment donné, qui s'est brûlé les ailes, parce que pas qui s'est brûlé les ailes étaient attachées avec de la cire. La cire. Il avait attaché ses ailes avec de la cire. Et en se rapprochant du soleil, évidemment, ça fait fondre la cire. Donc, parfois, donc c'est très intéressant dans le côté Sweat Lodge, parce que pour moi, il y a vraiment ce côté, j'amène justement la terre, j'amène cette vérité absolue, on pourrait dire, qui vient du feu, et je mets de l'eau dessus. Je l'humanise, et en plus, je joue avec ce changement d'état. Je passe de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Comment je propage ce message? Et comment j'humanise ce feu qui quelque part détruit tout ce qui est vivant quand même. Donc si ça peut répondre. Donc, drôlement intéressant les Sweat Lodge. A-t-on un rôle à jouer, chacun d'entre nous, tout comme un esprit de la nature? Où crée-t-on son rôle? Ah, vaste question. Mais alors, tout est écrit ou rien n'est écrit? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que pour moi, il y a... Alors déjà, a-t-on un rôle à jouer? Est-ce que tout le monde fonctionne sur la même... Tous les humains ont le même chemin de vie et les mêmes expériences à vivre? Non. On n'est pas tous égaux, et tant mieux. C'est comme l'égalité homme-femme. Moi, je veux surtout pas que ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier à un moment donné? On se ferait pas chier. Si on arrive de toute façon à une logique, c'est plus une logique d'égalité, ça serait dans ces cas-là une logique même d'unité. Mais le côté de dire faut être égaux, ben non. Justement, ce qui est riche, c'est la diversité. Donc, chacun va jouer un rôle, chacun va le créer. Oui, on peut aussi, dans une certaine mesure, être générateur. Comment je mets en action et comment en même temps j'accueille ce qui vient. Comment, ok, j'accepte effectivement ce qui est là, et que finalement je peux quand même avoir une voie tracée, et en même temps, comment dans cette voie, vous voyez, c'est comme la main. Ok, ça vient de là, mais il y a là, il y a là, il y a là, il y a là. Donc on n'a pas forcément toutes les options, non, il n'y a pas une option pour aller là, mais il y a plusieurs options. Voilà. Les énergies du renouveau, le passage d'un fonctionnement à un autre entraîne souvent une période de chaos. Comment l'atténuer? D'être le plus en transparence possible avec soi-même et d'arriver à vraiment complètement habiter son corps. C'est une manière d'encaisser effectivement parfois des chocs de... On pourrait dire on peut être dans des périodes où il y a comme un peu des sauts quantiques. Oui, parce que instantanément on passe sur un autre palier. Et ça, le mental, il se retrouve coucou, je sais pas où je suis. Donc effectivement, comment on fait pour intégrer ça? Travail sur le corps, se mettre au clair, le plus en transparence possible avec ses émotions, avec qu'est-ce qui est important pour moi.
d'être très au clair avec ce qui est important et mes limites. Travailler sur ses limites. Non, non, moi je suis prêt à tout accepter parce que vous comprenez, je suis bien au-dessus de ça. Et ben non. Arrêtez ce délire, justement. Arrêtez ce délire. Parce que si à un moment donné... alors excusez-moi, j'ai perdu le fil parce que j'ai fait autre chose. Aïe aïe aïe. Et quand je fais deux trucs en même temps, donc je vais finir ce que je fais pour vous montrer deux trois petites choses et deux trois images que je vais pouvoir normalement vous passer en direct live. Ah, il y en a une qui m'a bien plu. Je pense que pas mal de gens là. Voilà, ça va aller mieux comme ça. N'hésitez pas si je me paume à me reposer les questions et me dire où t'en étais là. Qui s'approche, les énergies de renouveau, passage. Donc oui, sur cette histoire de chaos, pour moi vraiment c'est dire je me mets au clair, avec mes besoins indispensables, mes besoins de sécurité, mes besoins au niveau relationnel. J'arrête de les nier, j'arrête de faire le canard et dire si ça je suis tout à fait capable de gérer. Non. Non, ça c'est à un moment donné une illusion. Vous allez traîner un petit moment, et puis à un moment donné, vous allez péter un plomb, et dire là, stop. Et parfois c'est vraiment une question de survie. Je vois bien, c'est quelque chose, voilà, où là, à un moment donné, j'ai dit là, stop. Pour moi, j'avais des choses, là, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, j'ai pas le choix. Donc, je l'ai posé. Je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Christophe. Moi aussi, je me permets de réitérer ma question. Est-ce qu'il y a des types d'énergie humaine qui se rapprochent de celles des esprits de la nature? Alors, oui, il y a ce qu'on appelle pour moi dans les... Alors, je vais pas rentrer beaucoup. Il y a une grosse majorité des humains qui sont très très proches pour moi de ce qu'on appelle un côté elfe. Tel point que j'appelle ça un type énergétique elfique. Donc oui. Et d'ailleurs, chez les elfes, il y a une multitude de... Il y a un côté très humain, en tout cas dans les possibilités. C'est ça qui est assez amusant. Ils ont vraiment plein de... On va dire plein de capacités et d'intérêts très proches des humains. Une grande diversité, pas forcément liée strictement à un élément. Peuvent être très multi-éléments aussi. Donc voilà. Si ça répond à la question, est-ce qu'il y a une raison si la diffusion est plus facile avec une sorte d'arbre? Ou est-ce le mental? Pour moi, les où. Alors, ce qui se passe, c'est que des types d'arbres vont plutôt avoir tendance à renvoyer sur une gamme d'informations. Donc d'être moins dérangeant. L'idée, c'est aller chercher ce qui vous attire, mais aussi regarder un petit peu ce qui vous attire un petit peu moins. Parce que des fois, c'est ce que vous n'avez pas forcément envie de voir là, immédiatement, mais ça peut être drôlement intéressant pour vous. Donc, non, c'est pas le mental. On est bien d'accord que les sortes d'arbres... Et après, en gros, on peut dire... On pourrait faire d'ailleurs... Ça pourrait être un thème de stage, on pourrait faire que sur les arbres, se rendre compte que, ok, les chênes vont renvoyer sur un type d'énergie, les houx sur un autre, les hêtres sur un autre, mais après, dedans... Chaque individu, chaque chaîne, va renvoyer aussi sur des facettes différentes. Ah, je vais pas vous faire le listing des arbres là, parce que je pense qu'on n'en aura pas le temps, et qu'il nous reste une demi-heure, mais allez, on va en faire 2-3. Les hêtres... ça pourrait résonner globalement les êtres sur, alors, c'est un petit peu transformé par le mental, oui, de toute façon le côté parfaitement transparent, sortir de l'espoir de prendre sa place à je prends ma place de manière juste. Ça c'est ce que renvoient les êtres.
n'hésitez pas à me le marquer et à me le renvoyer par mail, parce que je prends pas de notes, et ça m'amuserait de l'avoir. Donc n'hésitez pas à me le renvoyer par mail, s'il y a quelqu'un qui peut me le noter, me le renvoyer, ça serait sympa. Le où, mais la personne n'a pas forcément demandé, donc si je vais renvoyer globalement, pas pour la personne, mais globalement. Le où est... Ah, on est quand même aussi pas mal dans une... Là, on est dans une espèce de... Ah... occuper l'espace ne veut pas dire tout surplomber. Sortir du mythe de la grandeur. Ah, pareil, hein. Je vous réponds, je veux ce que je vous ai dit par mail, s'il vous plaît. J'en fais encore 2. Chêne, sapin. C'est pas la peine de m'en poser pour d'autres. Parce que là, sinon, on va partir sur les arbres. On pourrait faire une soirée sur les arbres, ça serait sympa. Hein. Ça pourrait être très sympa. Mais c'est pas là-dedans que je voulais aller. Chêne. Le chêne est beaucoup plus sur un rapport à... Je n'ai pas besoin de m'agiter dans tous les sens pour pour incarner ma force. Ça, c'est ce que ça donne chez l'humain. Je suis pas obligé de courir partout pour montrer que j'existe. Je suis simplement posé. Alors... Ah non, non, caoutchouc, c'est fini. C'est une plaisanterie, c'est un joke tcha-tcha, pour le côté que ça ne te parle pas du tout, le ou c'est que ça te parle. Alors, le sapin, j'ai dit sapin. Alors dans les sapins, on pourrait... C'est trop vague, sapin. Donc je vais vous parler d'un sapin particulier, en l'occurrence des Douglas. Sapin Douglas. Tiens, c'est marrant, il y a un côté... Si on m'aborde par le bon bout, je peux... il y a une logique de durabilité. Ok. De bien vivre son rapport à l'endurance, l'endurance dans une tâche, l'endurance dans une action, à partir du moment où quelque part on n'a pas été contraint, une logique de vivre son endurance pas dans la contrainte. Vous me renvoyez tout ce que je viens de dire sur les arbres par mail, merci. Ah ben, d'accord. J'ai bien dit que je me suis pas branché spécifiquement sur toi, Tcha-Tcha, sur le fait que, ok, ça te parle pas du tout. C'est possible. C'est possible. D'ailleurs, au début, je voulais pas répondre. C'est peut-être pas pour rien que ça ne te parle pas. Ça peut être intéressant. Oui, tu peux la noter. Tu peux la noter. Ah, caoutchouc, c'est compliqué. Pour moi, c'est une plante trop... J'aime bien parler de plantes que je connais. Caoutchouc, je connais pas. Donc je pourrais... Voilà, j'aime bien avoir un lien avec quelque chose que je connais. Donc je vais pas répondre à celle-là. C'est plus simple pour moi. Alors... Non, j'ai dit c'est fini pour les arbres. Donc je ne répondrai pas sur le noyer là. On verra, je vous referai un truc peut-être spécifique. Il y aura un truc spécifique sur les arbres. Désolé. Les messages personnels. Dryade, d'accord, Dryade.
Dryades. Alors les dryades, c'est des esprits qui vivent, alors qui sont pas liés pour moi strictement à un arbre. Elles transportent des informations d'arbre en arbre. C'est aussi, on pourrait presque les considérer comme une part féminine, qui d'ailleurs c'est une énergie pour une qui est plus de polarité féminine, et qui effectivement va d'arbre en arbre. C'est la messagère. C'est la messagère entre les arbres. Voilà, après on pourrait aller un petit peu plus loin sur... voilà, il m'a semblé voir des choses sur, oui, la dryade est complètement liée à l'arbre et elle meurt quand l'arbre meurt. Pour moi, je vois pas de quoi la personne parle. En tout cas, pas de ma vision de la dryade. D'où le côté de dire, oui, mais alors comment on fait pour avoir une vision commune? Bah, qu'est-ce qu'on fait dans les stages? Entre autres ça, de dire à un moment donné, on tâte une énergie, on met une étiquette. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure étiquette du monde et la seule. Ça permet à un moment donné d'avoir une référence commune. Je peux pas faire une bise à Gwen, elle n'est pas là. Mais je n'y manquerai pas. Et avec grand plaisir. Bon. Les messages actuels des esprits de la nature. Une fois que je suis rentré là-dedans, quand on a fini, on a fini. C'est les dernières... Alors, soit je vais faire le message en une demi-heure, soit je peux presque vous le faire en 4 mots. Allez, on y va. Les messages sur notre temps. Pour moi, dans ce qui vient, alors, je suis pas en mode prophétie, je suis en mode observation. Il y a vraiment un petit côté, ok, on a un besoin, l'humain a un besoin de se reconnecter à la Terre et de plus en plus. Et pas de parler de contact avec la Terre, mais de le vivre. C'est vraiment quelque chose qui pousse, et je dirais vraiment, cette année, ça pousse encore plus. Ok, c'est avec la Terre que ça se passe. C'est en prenant vraiment conscience de ce lien et qu'on est un morceau. Il y a vraiment ce côté-là de dire, ok, arrêtez de parler d'ancrage à la terre-mère, oui, je me connecte à la terre-mère, machin. Non. Qu'est-ce que je fais de manière très concrète? Je plante des arbres, j'entretiens une forêt, y compris... il y a des choses, disent oui mais moi je suis en ville, machin, je peux pas avoir contact. Il y a des gens qui actuellement, tiens, je vais faire de la pub pour une association, moi je sais plus si c'est une association, non, c'est un groupement foncier agricole qui doit s'appeler, c'est Autun-Morvan Écologie. C'est un groupe où ils gèrent un groupement foncier où ils récupèrent des fonds pour acheter des forêts, pour que ces forêts ne se transforment pas en monoculture de douglas, mais restent en forêt diversifiée. Vous avez un peu de sous à mettre, investissez là-dedans. Et en plus, c'est un vrai placement. Pour une fois, du placement intelligent. C'est une manière de dire comment, par nos actions, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux, je joue sur ce rapport à la terre. Comment, à un moment donné, je dis, ok, je vais favoriser une agriculture de proximité biologique. Je parle pas de label, là. Je parle quelque chose qui va effectivement ramener vraiment de la vie et fonctionner en harmonie, entre autres avec les esprits de la nature. Il y a vraiment ça. L'énergie à ma droite. Mais il y en a qui sont curieux. Ça, c'est gentiment... Alors, je vais le montrer là, derrière moi. Ça, c'est un elfe un peu particulier qui est passé sur un niveau spirituel et qui a tendance à être assez régulièrement avec moi. Depuis longtemps, oui. Alors, j'ai pas dit s'enterrer, j'ai dit se mettre en lien à la terre. Mais en conscience avec la terre, en conscience avec ce que je mange, en conscience avec, y compris, est-ce que j'arrête aussi le petit côté de... Est-ce que je peux manger des choses qui viennent des environs au maximum et pas faire venir des trucs de l'autre bout de la terre, parce que sinon, je me déconnecte de cette notion de pays, de cette notion de... avec quoi je suis lié. C'est un petit peu ce qui me gêne dans le côté
végétarien. C'est très intéressant pour le corps, c'est très intéressant à plein de niveaux, mais par contre, il y a la limite pour moi, elle est là. C'est qu'on se coupe de ce lien à ici. Ok, à partir du moment où, si vous arrivez à dire je ne mange plus que des fruits et des végétaux qui ont poussé dans les environs, nickel. Sinon, pour moi, à un moment donné, il va y avoir une dissonance. Pas forcément tout de suite. Ce qui peut être bon à un moment donné, et très bon, peut créer un désordre ultérieurement. Ne pas oublier ça. C'est pas parce que quelque chose donne un résultat à un moment donné qu'il est bon pour les siècles des siècles. Je vais vous prendre un exemple tout simple qui me vient d'un ami. Je reprends l'exemple de Gérard Ducerf, qui est un ami qui parle de plantes bioindicatrices, de vie du sol et de plein de choses avec qui je travaille encore un peu. En agriculture, il y a une technique. Vous avez un endroit qui est très pauvre, donc vous allez amener du compost. Super. Puis, vous allez vous rendre compte que derrière, vous faites pousser des plantes. Ouais, super, j'ai plus de plantes. Voilà, il y a un meilleur rendement. Donc l'année suivante, vous remettez une bonne couche de compost. Normal. Et ça continue à monter. Et puis l'année suivante, vous en remettez, ça continue à monter, mais un peu moins. J'ai pas dû en mettre assez. Donc l'année suivante, vous en remettez une bonne couche. Et là, ça stagne. Donc soit il y a la version, on reste dans la logique, ce qui était bon à un moment donné est bon pour toujours, et qui est pas mal utilisé. Donc l'année suivante, vous en rajoutez encore un gros paquet, et là vous vous rendrez compte que vous êtes plus vous continuez plus et vous stagnez plus au niveau de la production, donc va donner la terre, mais vous diminuez. Et si vous continuez, vous diminuez, et à un moment donné, vous allez faire crever votre terre d'indigestion. En fait, à un moment donné, quand vous arrivez à l'optimal, faut arrêter d'apporter de la matière organique ou la limiter. Et effectivement, vous êtes à l'optimum de ce que peut fournir. Et après, on peut rentrer dans des logiques plus permaculture qui vont générer effectivement une harmonie. Tout ça pour revenir à dire, c'est pas parce que quelque chose fonctionne à un moment donné qu'il faut toujours faire plus de la même chose. Parfois, plus de la même chose, vous finissez dans le mur. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Voilà, c'est... J'ai tendance à regarder toujours à être un peu en avance parfois. C'est un peu des fois mon inconvénient, oui. Et à vouloir voir presque, moi j'ai souvent la perception de ce qu'il y a après. Et que parfois le détail c'est que même en tant qu'humain, et même moi je suis pas encore tout à fait complètement à l'étape d'avant. Moi je suis en train de vivre l'étape d'avant, mais je suis déjà connecté sur l'étape d'après, et sur une multitude. Ça c'est dans mes capacités, oui, c'est très pratique, c'est aussi fatigant de temps en temps. Ça dépend dans quel cadre. C'est pas toujours tranquille. Lire ou regarder l'homme qui plantait des arbres, ça donne des idées. Oui. Comment éviter d'avoir des informations en avance des fois? Ça, faut travailler au présent. Donc, il paraît que tu as un grand jardin. Va donc dehors et bosse dans le jardin. Aménagement, jardin, petites graines à planter, c'est une manière de se recentrer. Et en même temps d'accepter notre limite, y compris parfois. Oui, parfois on est d'accord qu'on ne contrôle pas le fait d'avoir des informations en avance. Après, c'est vraiment dire, je travaille à me mettre en transparence, qui permet d'être ici, maintenant, avec la bonne information pour les personnes, quitte à voir une info qui vient en disant ça, c'est potentiellement du futur, sachant que c'est un futur potentiel, ne pas le figer, parce qu'il peut changer. C'est ça le petit problème. Et c'est d'ailleurs moi un de mes soucis, c'est que j'ai pas un futur, c'est que j'ai tendance à capter tous les futurs. Et donc c'est assez infernal parfois. Alors c'est super, si t'es dans ton jardin et que tu bosses dans ton jardin, ça devrait se rééquilibrer. Tout seul, comme un grand. Top, hein? Alors, ce qui est bon un jour n'est pas bon toujours. C'est presque une idée d'évolution à lui seul, ce principe, oui. Et on l'oublie, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais très souvent, quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne, on se dit c'est pour la vie. Non, pas forcément. Parce que ce qui a pu être utile à un moment donné, ça peut être au contraire quelque chose qui nous limite, et voire même va nous faire décliner. Et c'est pas effectivement que dans le rapport au jardin. C'est à tous les niveaux.
Du coup, j'ai l'impression d'en capter qu'un à chaque fois. Un futur. Et le problème de capter qu'un futur, c'est que ce n'est qu'un futur. Donc si tu as une vision que sur un, en même temps c'est ce qui permet généralement, quand tu as une vision sur plusieurs, tu peux aussi potentiellement finir en hôpital psy. Voilà. J'ai eu l'occasion, là il n'y a pas longtemps, on a fait un gros travail sur le... on s'est aménagé des buts avec du bois, on a bougé 30 ou 40 troncs de bois. Il y en a, je sais pas s'il est là, notre... qui nous a aidés. Oui, je vois bien, bah voilà. Je sais pas si le deuxième est là. C'est aussi de voir quelle est ma limite et de bien remettre ma limite, y compris physique. En résumé, je me suis pété le dos le dernier jour. D'ailleurs, on a fini une journée plus tôt parce que j'ai dit là, de toute façon, j'en rajoute pas, sinon je finis à l'hosto. Parce qu'effectivement, on s'est levé un truc. Je sais pas combien ça pouvait peser. Qu'est-ce que t'en penses, faire? Mais c'est clair qu'on n'était pas à 50 kg par personne. On était bien au-dessus. Et que, voilà, bon, j'ai une hernie discale en théorie, donc c'est vrai que j'ai un peu poussé, bon, ça va mieux, hein. Mais il y a aussi ce côté, jusqu'où je peux aller, parce qu'à un moment donné, je vais pas tout faire, et j'ai beau être plein de bonne volonté, ça va beau me faire du bien, à un moment donné, s'il dit, oui, moi je suis Atlas qui va porter le monde, et Atlas qui va porter le monde, il va se coincer, et tu vas finir à quatre pattes, donc c'est accepter aussi sa limite. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ce côté, on est dans une période de réalisation dans la matière, avec encore tout un tas de peurs, mais dans la matière, en conscience dans la matière, en ramenant de la conscience et de la bienveillance, qui n'étaient pas forcément présents antérieurement. Donc vraiment de vivre cette conscience du vivant dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment le message. Ramener de la conscience dans le vivant, dans tout ce que vous faites. Dans les relations humaines, dans les relations aux animaux. Alors ça veut dire quoi? Il ne faut plus manger, il faut devenir végétarien. Oui, si vous voulez, pas forcément. Si vous tuez un animal, tuez-le. Vous, et tuez-le en étant complètement, effectivement, dans une logique de « Ok, je reconnais ce qui va m'amener. » Et je suis complètement, effectivement, en lien avec cet animal. Et pas « je fuis, je le tue surtout en étant détaché émotionnellement. » Non, je me mets dans la peau de l'animal aussi. Et quelque part, je le remercie de ce qu'il peut m'apporter. Alors ça va peut-être faire hurler des véganes purs et durs. Ok, vous faites comme vous voulez. Je mange encore de la viande? Oui. Pendant plusieurs années, des fois, sans manger de viande, oui, et je suis revenu à manger de la viande. Oui, ça m'est arrivé de tuer un animal, oui, plusieurs fois, et je pense que je le referai. Voilà, quand à un moment donné, il y a des poules qui sont là, qu'on nourrit, etc., et qui à un moment donné passeront à la casserole, oui, aussi. Et j'assume ce côté-là, oui, mais pas en disant non, non, je vais faire ça dans un petit coin. Ben non, je les accompagne, je les aime, bien sûr que je les aime. Mais ma salade aussi, j'aime l'avoir poussée. Et à un moment donné, je l'ai fait pousser pour quelque chose. Ces poules, elles ne seraient pas venues au monde si moi, je n'avais pas fait quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment le message, pour moi, le plus... alors, on est en début d'année, on va y aller doucement. Ça sert à rien de vous donner des trucs pour du... Il y a vraiment ce côté, mettre de la conscience dans nos actes au quotidien et dans tous nos actes. Pas juste un petit truc. C'est vraiment le point vital. Et passer dans de l'action. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important. S'il y avait un message. Donc après, il y a le petit côté aussi de dire c'est dans le lien et le partage entre humains. Partagez-vous des connaissances, échangez de l'expérience, allez à la rencontre d'eux, allez à la rencontre de personnes qui font, et qui ne sont pas juste dans des mots, mais qui passent dans l'action. Vous ne pourrez pas trouver de l'expérience, entre autres du corps, dans des gens qui ne sont pas dans leur corps, et qui ne vivent pas l'expérience. Il y a vraiment ce côté, vivre l'expérience au quotidien. Actuellement, voilà, on se remet à faire, à réaménager tout le jardin, c'est un boulot de fou,
on vient de récupérer un morceau de bois juste à côté, là en Limousin, voilà, moi je sais que j'ai envie de faire plein de choses parce que, voilà, là, ok, il y a des moments donnés où je passe du temps sur Internet, je passe du temps sur l'ordi, où je peux être en stage, mais j'ai besoin, et c'est indispensable pour être en cohérence, de faire du boulot très concret dans de la construction, dans de la mise en place, dans de la régénération, dans de l'entretien, dans ce lien au vivant. Et c'est clair qu'on va faire des stages où amener les gens à le vivre. À vivre, effectivement, dire ok, on fait des micro-constructions, cabanes, travailler sur ces sentiments de comment se sentir en sécurité, revoir ce qui est essentiel pour la personne, de retravailler sur ce rapport au jardin, ce rapport aux plantes, aux soins, à comprendre, à regarder, à vraiment mettre les mains dans la terre, à élaborer des produits à partir de ça aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce côté-là qui est important. Il y a le reste, voilà, on peut faire du blabla. Il y a qui me demandent, et alors, il en est où ton bouquin? Il va finir par sortir. Mais voilà, heureusement qu'il y a tout un tas d'exercices physiques dedans, parce que sinon je dis, mais ok, c'est pas en lisant le bouquin que ça va rentrer, bordel. Prenez le temps à aller en forêt, à prêter attention, à dire, ah ouais, mais tu comprends, moi je peux pas manger bio parce que je suis à Paris. Et ben vous bougez le cul et vous organisez avec des producteurs, vous allez rencontrer des producteurs en campagne et vous rendre compte qu'il peut y avoir des groupements d'achat qui se mettent en place, qui permettent en plus à des petits producteurs de vivre, parce que des gens en ville vont pouvoir leur acheter à un prix correct ce qu'ils font. C'est une manière concrète aussi d'agir, ce côté-là. Voire même, il y a du boulot à prendre. Il y a des gens qui font, à un moment donné, c'est leur job. Et au bureau, qu'est-ce que vous faites au bureau? Qu'est-ce que vous faites dans votre consommation? Qu'est-ce que vous faites dans votre consommation énergétique? Qu'est-ce que vous mettez comme conscience dans le lien entre humains? Même au bureau, comment je suis attentif à tout le lien avec le vivant, y compris avec les autres humains? Je me mets le plus en transparence, le plus en bienveillance, et vraiment d'accepter de faire du lien. Et pas dire non, mais moi, ouais, c'est bon, le bureau. Ben non, ça peut être une occasion de créer des liens, vraiment, des liens humains de qualité. Essayez. Voilà. On a fait un petit peu le tour dans ce message. Donc après, il y a des phénomènes d'accepter, de lâcher. Alors si, dans les messages, on arrive aussi à ce côté d'accepter, de lâcher les vieux schémas qui pourtant fonctionnaient. Je suis sur un schéma qui fonctionne. Comment, à un moment donné... Nanou, on n'est pas au milieu d'année, on est au premier trimestre. Donc pour l'aperçu des énergies de milieu d'année, on en reparle au mois de juin. Occupe-toi de celle de maintenant. On s'en fout du celle du mois de juin. Ouais, je sais, le mais je veux savoir. Ça sert à rien. Même quand je capte quelque chose dans le futur, ça ne veut pas dire que je suis en avance. Ça peut effectivement me permettre de voir que, coucou, arrête de t'accrocher à tes vieux fonctionnements. Et bien sûr, il y a vraiment un côté où je me rends compte, bah oui, il y a des choses qui disparaissent. Et que j'accepte de laisser mourir. Pas toujours simple, bah non, parce qu'il y a des trucs confortables, puis il y a des trucs, oui, mais bon, y compris dans les stages que je fais, quand je vois les évolutions dans les stages, je me dis, waouh, mais là, pas simple, pas simple. Bah pas simple pour moi, je me dis, non, mais là, c'est pas possible, voilà, il y a des trucs, bah non, ça remet en cause, bon, bah ça remet en cause, et ben on y va. Et puis c'est ce qui m'intéresse, d'être en permanence justement à ce qu'il y ait des choses nouvelles, pas parce que nouveau, parce que en prise avec ce qui se passe à l'instant T. Voilà ce que je peux globalement vous en dire. Donc ces esprits de la nature, très bienveillants, se regarder dans le miroir sans la buée de la douche chaude. Un beau résumé, effectivement. Comment on peut se regarder effectivement clairement dans le miroir et de se rendre compte que bah oui, on n'est plus pareil. Non, on vieillit.
on mûrit, on évolue. On n'est jamais le même. Et c'est ça qui est intéressant, il me semble. Voilà. Sur ces paroles, voilà, c'est vraiment cette illustration de dire, je me remets en question, je suis prêt à laisser mourir, y compris les choses qui fonctionnent bien, à un moment donné, parce que simplement, elles sont en fin de vie. Et donc à un moment donné, on va les lâcher, c'est tout. Plutôt que de s'y accrocher pour essayer de faire de l'acharnement thérapeutique dessus. Il y a trop d'acharnement thérapeutique. Planti-planton. Et bien en tout cas, merci à vous. Merci de votre participation. À toutes et à tous. Et au plaisir d'une prochaine soirée. On verra sur quel thème. C'est pas prévu à l'avance. Merci à ceux qui ont participé déjà financièrement parlant. Voilà. À la conférence. Ouais. Parce que participation libre. Vous donnez effectivement ce qui vous semble juste, même si j'ai mis des choses. J'en cause. Pareil, c'est une logique aussi de qu'est-ce que je sème, qu'est-ce que je reçois. Merci aux esprits de la nature qui sont passés, parce que vous en êtes peut-être pas très rendu compte, mais à un moment donné, effectivement, ça m'amusait, parce qu'en plus, comme je vois le retour caméra, à un moment donné, je dis putain, c'est quoi ces trucs derrière? À un moment donné, quelqu'un dit, il y a quoi derrière toi, là? Ouais, il y a pas mal de monde qui est passé. Donc le petit côté, normalement, cette vidéo sera disponible. Vous pouvez tout à fait la regarder en coupant le son et juste en étant attentif, pas à moi, à ce qui tourne autour. C'est aussi très amusant. Mais le mieux, c'est pas de la regarder la vidéo une deuxième fois. Prenez-vous par la main, allez dehors. Ok, vous voyez des arbres, vous voyez... Vous avez une jardinière, vous êtes en ville. 2 heures sans le son, pas facile. Oui, c'est une vraie méditation. C'est une vraie méditation. J'ai fait comme ça des choses sur des plans fixes où il y a juste le bruit du vent. Hyper intéressante, mais ça demande effectivement à être sérieusement centré pour pouvoir le vivre. Voilà. Bonne et belle soirée et nuit. Et au plaisir de revoir sur une autre vidéo.